Bonjour à tous, c'est peut-être l'affaire du siècle, les Pandora Papers. Une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la fortune cachée, l'évasion fiscale et des cas de blanchiment de capitaux de certains plus riches et plus puissants du monde. Pendant des mois, plus de 600 journalistes dans 117 pays réunis au sein du consortium international des journalistes d'investigation ont effectué un travail à la chaîne pour révéler des avoirs cachés dans des paradis fiscaux. Le rapport publié cette semaine pointe du doigt des célébrités de réputation mondiale, des chefs d'État, mais aussi des autorités politiques. Bref, le continent africain n'est pas épargné. Nous en parlons dans cette émission, mais surtout nous ferons le pont entre le journalisme d'investigation africain et surtout cette affaire qui ressemble donc à un scandale international. Wenceslas Maoussi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, expert en pratique info-numérique et médiatique. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est d'ailleurs donc avec vous que nous parlons de cette affaire des Pandora Papers. Alors, Wenceslas Maoussi, qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement de cette affaire qui accable des figures de premier plan sur la scène internationale? Merci, monsieur le journaliste. Merci de m'inviter sur ce sujet-là. Pandora Papers, vous savez, de par le passé, on a eu Panama Papers, Paradise Papers. C'est au fond des journalistes qui s'organisent de par le monde en réseau et qui vont à la quête de l'information, à la quête de la vérité. La vérité qui doit éclairer l'opinion publique, la vérité qui doit éclairer les citoyens. Et c'est pour ça qu'au fond, le travail qui est fait est un travail fouillé, méticuleux. C'est un travail qui n'est pas à la légère et qui nécessite des moyens, qui nécessite du temps, qui nécessite aussi d'avoir des ramifications et des réseaux d'informateurs pour aller au confin des affaires scabreuses du genre et au fait de les révéler après au monde, révéler aux populations. Ce qui caractérise les Pandora Papers et autres révélations du genre, investigations du genre, c'est le désir de faire du journalisme, le vrai journalisme d'investigation. C'est d'hérisser le poil des dirigeants politiques qui se complaisent dans parfois des scandales, dans parfois des pratiques peu orthodoxes et qui, à la face du monde, peut-être côté caché caméra, font des choses que leur population, que leurs citoyens ne pourraient accepter de go. Et ces journalistes, un peu comme une philosophie, se donnent pour vocation de faire en sorte d'éclairer l'opinion, d'aller dans les détails les plus ingénieux pour montrer et révéler au monde les tenants et les aboutissants de ces affaires-là. Généralement, c'est le blanchiment de capitaux, généralement, c'est de l'offshore et autre chose. Et c'est ça, parce que a priori, si vous ne faites pas de l'investigation journalistique, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est à l'aune de ces genres de pratiques financières ou autres. Alors, est-ce que on peut considérer ce rapport de ce consortium aujourd'hui comme peut-être un rapport technique, un rapport scientifique? D'abord, le journaliste, c'est de la science. Ça ne le savent pas. Parce que le journaliste procède par la collecte de l'information, la vérification, parfois la triangulation, avant de diffuser. Et dès lors que vous collectez, vous collectez dans plusieurs sources. Et quand on sait que dans le journalisme, une source unique est une source unique et dans une source nulle, et donc le travail qui a été fait par ce consortium a consisté à recouper dans plusieurs sources, à mettre bout à bout les fils, puisqu'en stratégie, il faut mettre bout à bout les puzzles pour voir le fil conducteur et d'en dégager des éléments qui puissent éclairer l'opinion. Donc c'est un travail basé sur une méthodologie d'abord scientifique, puisque le journaliste à lui-même est de la science, et après maintenant, il faut falsifier. Et c'est dans la falsification que vous voyez que les personnes concernées peuvent jouer dans autre chose que de la science. Parce que la vérité scientifique est une vérité que le journaliste utilise aussi. C'est la vérité des faits. Les faits sont les faits, le commentaire est libre. Et vous allez voir
qu'au fond, les autres vont vouloir utiliser du commentaire pour parfois noircir ou nuancer ce que le fait a révélé. Le fait est le fait. Et du fait, on peut décider de publiciser le fait, d'événementialiser le fait. Et on est là. Le fait est le fait. Le fait d'événementialiser ce fait est le fait aujourd'hui que au grand jour ça a été révélé et les gens vont faire des commentaires. Mais le fait de pouvoir prendre des devises, de pouvoir prendre de l'argent, de faire du blanchiment et tout, c'est caractérisé et toutes les sources que ce consortium a eu montrent bien qu'il s'agit d'une affaire réelle. Alors, nous parlons donc d'une affaire scabreuse, la finance offshore, la création donc, des sociétés écrans à travers le monde. Par exemple, il y a donc la chanteuse colombienne Shakira, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, le roi Abdallah de Jordanie, le président russe Vladimir Poutine et près d'une cinquantaine de personnalités donc publiques sur le continent africain, entre autres Ali Bongo du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo, Uhuru Kenyatta du Kenya, Patrick Achi de la Côte d'Ivoire. Alors, on imagine bien que pour réussir à dénicher ces ruisseaux de fraude financière, ça a dû effectivement nécessiter le recours à une aptitude professionnelle de ces journalistes-là. Comment en est-on arrivé là? Vous savez, le journaliste, c'est celui qui va à la quête de l'information. Il informe les autres. Avant de s'informer, il doit aller s'informer lui-même. Donc la première aptitude d'un journaliste, c'est la capacité à rechercher l'information. Cette capacité à appréhender l'information, à la maîtriser, à l'évaluer et agir avec. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai fait un travail, si vous voulez, en licence, il y a 15 ans derrière, où j'ai démontré que la qualité de la production des médias béninois dépend de la capacité des journalistes à rechercher l'information, à se documenter. C'est ça la trame de mon travail. Et vous allez voir, ces journalistes de consortium, ce consortium de journalistes, la première qualité, c'est cette capacité à rechercher l'information. Rechercher l'information, soit dans ce qu'on peut appeler les entrepôts blancs, ou des entrepôts gris, ou des entrepôts noirs. Je m'explique. On peut chercher de l'information blanche sur des bases de données qui existent. On peut chercher de l'information grise dans des bases de données qui sont parfois pas très limitées en termes d'accès. Et on peut aussi voir de l'information noire dans des bases de données où vous avez besoin vraiment de filtrer. Vous avez besoin d'avoir d'autres techniques pour accéder à l'information. C'est les câbles diplomatiques. Les câbles diplomatiques, par exemple. Et ces journalistes-là, ce consortium-là, les journalistes membres de ce consortium, on a bien vu qu'ils ont ces aptitudes. Et l'autre aptitude qui marche, c'est le travail en équipe, le travail en réseau. Dès lors que moi j'ai un bout et que je regarde dans mon carnet d'adresse ou dans ma pratique informationnelle en tant que journaliste, je peux apporter un autre bout et de bout en bout, on reconstitue le puzzle pour voir clair si une telle personnalité est vraiment impliquée ou non dans telle ou telle affaire. Et le cas dont il s'agit ici, c'est le cas des sociétés écrans, l'offshore, de la finance offshore et autres. Donc, véritable travail à la chaîne. Non seulement travail à la chaîne. Réduire au maximum donc les biais à l'information. Oui, justement, les biais informationnels. C'est d'abord un travail de compétences informationnelles, un travail de réseautage, un travail de falsification dans plusieurs autres réseaux qui ne disent pas toujours. Parce que vous imaginez, dans chaque palais de République, dans chaque institution, autour de l'état-major d'une personnalité, il y a toujours des gens qui informent. Et donc, ils utilisent tout ça, et après, ils retracent, ils recoupent, et maintenant, c'est des rapports qui sont, je peux vous dire, qui sont passés au scanner, au filtre, pour qu'après, on ne puisse pas dire, mais écoutez, ce consortium-là, on les connaît, ils ne sont pas crédibles. Parce qu'ils jouent ce que nous jouons aujourd'hui à l'aide du numérique, en termes d'autorité, de crédibilité et de notoriété. Si aujourd'hui, sur le numérique et dans le monde entier, vous n'avez pas autorité, et que ce que vous publiez n'est pas crédible, on ne va pas vous croire. Donc c'est pour ça que cela nécessite un travail à la fois rigoureux, un travail méticuleux, doté d'une objectivité scientifique irréprochable, qui puisse nous retracer la vérité des faits, qui n'est pas la vérité, si vous voulez, de monsieur tout le monde, qui n'est pas la vérité des gens qui peuvent penser que ce n'est pas ça. Puisque nous sommes à l'aide de la post-vérité, il faut le comprendre. Chacun peut estimer que non, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Non, on est dans la vérité. Donc ce n'est pas une vérité abstraite.
Justement, c'est une vérité des faits. C'est une vérité des faits. C'est une vérité. Et comme l'a dit Parménide, A est A, l'être est, le non-être n'est pas. Donc c'est ce qui est. On part de là. Après, et surtout pour ceux qui font du journalisme dans le milieu francophone, on peut commencer à faire des commentaires autour et voir, nuancer, faire des chroniques et tout. Mais ici, nous parlons de faits. Alors, il y a un instant, vous-même, vous avez donc rappelé des événements. On a eu des Paradise Papers, on a eu les Panama Papers. On parle maintenant des Pandora Papers. Alors, pourquoi, selon vous, malgré ces dénonciations, ces révélations, pourquoi est-ce que les affaires de finance offshore ne s'estompent pas? Vous savez, ce qui fait scandale, ici comme ailleurs, dans le monde, c'est le sexe, c'est l'argent, et quoi d'autre? C'est essentiellement les deux. Et parfois c'est lié, on pourra vous parler de la drogue ou de l'alcool. Hier comme aujourd'hui, et vous le verrez dans tous les tests bibliques ou des tests sacrés, il y a toujours un lien, il y a toujours des affaires scrabeuses, de scandales de sexe ou d'argent, de détournement de ci, de ça. Et il y en aura toujours. Ce qu'il faut pour moi, c'est que l'ampleur de ces genres de scandales, les ramifications de ces genres de scandales, par rapport à des personnalités dont on peut leur donner le bon Dieu sans confession. Et c'est ça qu'il s'agit, c'est ça qui interpelle. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, de mon point de vue, ces genres d'investigation pour décourager d'autres qui auraient voulu ou qui sont peut-être en train de se préparer à commettre les mêmes forfaits. On n'est pas là pour juger, mais c'est dit que ces faits-là, il y en aura toujours, mais ce qui est souhaité dans les sociétés démocratiques contemporaines, c'est de faire en sorte que ces faits diminuent, pour que les citoyens ne se sentent pas pressurés. Alors justement, sur ce registre-là, Wenceslas Mama aussi, alors on a vu quand même que à chaque fois que il y a ces affaires donc qui sont révélées, les Paradise Papers, les Panama Papers, on recommande fortement aux États et à des regroupements comme l'Union européenne et puis les grands regroupements à travers donc le monde géostratégiquement parlant, d'aller vers des législations plus corsées afin de réduire au maximum les possibilités pour les candidats à ces finances offshore. Mais pourquoi ça continue? Quelle est la responsabilité finalement des acteurs politiques, des dirigeants? Bon, moi je pourrais mettre ça sous la bannière de phénomènes que je connais. Et c'est pour ça, moi, dans tout ce que j'ai fait à titre personnel, que ce soit dans le domaine de la science, dans le domaine du service à la communauté, ou dans le domaine de la recherche, ou de l'enseignement, je ne lutte pas contre. Si vous prenez par exemple le cas des questions de fake news, je fais plutôt de la déconstruction. J'essaie plutôt de débusquer, de démasquer, de déconstruire les fake news. Je ne lutte pas contre la provocation des fake news. Pourquoi? Parce que il est établi, généralement, pour ceux qui le savent, que quand on lutte contre le phénomène s'accentue, le phénomène s'amplifie. Pour moi, c'est de mettre en place des mécanismes qui vont contraindre les uns les autres à ne pas être dans cette voie-là. C'est de mettre des dispositifs en place pour décourager, au lieu de dire qu'on lutte contre. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un enfant à qui vous dites n'allez pas là, n'allez pas là, n'allez pas, ne touchez pas. Il va chercher à toucher. C'est le jour, c'est du feu, c'est le jour où il se brûle les doigts qu'il va se rendre compte. De la même manière, quand on décourage pas peut-être des législations ou d'autres, ces genres de pratiques, il y en a qui veulent toujours. Parce que c'est peut-être un moyen raccourci, un moyen détourné de se faire de l'argent, d'être immensément riche et autres. Donc moi, je pense qu'il faut, si toutes les sociétés démocratiques modernes arrivent à avoir des citoyens éclairés, qui ont l'information, qui savent agir avec l'information, vous allez voir, on n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un qu'il a créé des sociétés écrans avant que les gens n'aient les éléments pour débusquer et dire aux dirigeants, saisir le dirigeant, c'est les autorités compétentes, que il y a ci, il y a ça, que cette société appartient bel et bien à notre dirigeant qui n'a pas le droit de le faire. Vous savez, dans ce pays, je fais partie, et ça je peux le dire, de ceux qui, en 2016, ont fait de la recherche d'informations pour montrer que le président de la République n'avait pas quitté la tête de ces sociétés. On n'avait pas besoin d'avoir de l'information noire. C'était de l'information grise, et parfois même de l'information blanche, qui était sur le site de la pièce qu'on a eue. On a démontré au 30 octobre 2016 que le président n'a pas quitté la tête de ces entreprises. Et ça a été fait le 4 novembre. On a eu toutes les traces. Et ça, c'est possible. Ça, c'est le Bénin. Et donc, on est capable
de pouvoir, dans quelles que soient les conditions, si on a les compétences informationnelles qu'il faut, en tant que journaliste d'abord ou en tant que citoyen tout court, et c'est ce que les journalistes doivent faire, aider les citoyens donc à avoir les vraies informations. On peut essayer, en ne faisant que ça, décourager ceux qui auraient à faire des prête-noms, des écrans, faire de la déportation, de l'offshore. On va avoir tout ça. Alors, Wenceslas m'a aussi, vous évoquez un instant la nécessité d'aller donc vers plus de transparence et des sociétés démocratiques gagnent donc voilà pour pouvoir donc réduire au maximum ces écarts. Justement, et aujourd'hui, le numérique nous aide. Le numérique qui en même temps, oui, nous aide énormément. On peut tracer, on peut faire de low data pour savoir à quel moment qui est rentré dans le système, qui a même modifié quoi. Et donc, c'est ça qu'il est question. Si on fait ça, je vous assure, il y aura des gens qui ont de la difficulté à faire de la fraude. Imagine ce qui est en cours au Bénin, par exemple, en termes de transformation digitale. Moi, j'ai fait 2 fois déjà des factures normalisées. Vous imaginez que, en tant que consultant, expert, que je puisse être payé peut-être en main propre, le gouvernement ne saura pas, l'État ne saura pas que le commanditaire m'a payé. L'État ne saura pas qu'en tant que consultant, j'ai droit de verser l'AI, mais l'État ne saura rien. Alors que rien avec mon numéro IFU, on peut tout tracer. Il y a une traçabilité. Une traçabilité. Et donc, quand nos sociétés démocratiques modernes, si on utilise le numérique pour plus de traçabilité, chacun est quitte de mon point de vue. Après, les revers ou les travers de l'homme ou autres peuvent exister. D'accord. Mais seront limités, encadrés, circonscrits, et on verra que la société va quand même plus ou moins être ce qu'on souhaite, et c'est la société que nous voulons en fait. Si nous voulons une société transparente, une société basée sur la vérité des faits et la vérité des choses, une société qui est basée sur la transparence, on l'aura. D'accord. Alors, est-ce que dans l'absolu, la finance offshore est nuisible pour autant? Parce que je peux avoir de l'argent dans un pays et craindre par exemple que l'instabilité politique peut porter atteinte ou bien nuire à ma fortune, ou que si je rentre dans des débats avec un pouvoir en place, on peut me ruiner. Est-ce que la finance offshore est dans l'absolu nuisible? Non, c'est pas question de nuisance. Et est-ce que c'est, vous pouvez dire, c'est recommandé ou pas? Non, c'est pas mauvais en soi. Si vous le faites dans les règles de l'art. Mais généralement, les gens ont de la surliquidité, qu'ils peuvent pas faire ça dans les règles de l'art. Donc, ils sont obligés de passer par des moyens détournés. Donc, je pense, de façon stratégique, en tant qu'un homme d'affaires, en tant qu'une personnalité qui a les moyens, vous pouvez faire mettre des sous ailleurs. Mais on connaît les procédures, on connaît le montant que vous pouvez faire, que vous pouvez déposer ailleurs. Donc c'est ça qui est la question. C'est justement parce que les gens veulent contourner les règles que ils sont obligés de faire par des sociétés écrans, de faire un certain nombre de choses que les journalistes donc, de Pandora Papers ont démonté, ont décelé, ils ont révélé au grand jour. Alors très bien, Wenceslas m'a aussi, vous travaillez essentiellement sur les médias, vous participez donc à déconstruire, vous l'avez donc dit tout à l'heure, les fake news et tout ça. Alors, quel enseignement peut-on tirer aujourd'hui de cette affaire des Pandora Papers avec les médias africains? Parce que on a connu en 2012 l'affaire Watergate, ce sont encore des journalistes du Washington Post qui était donc à la base de cette affaire. Le consortium dont nous parlons aujourd'hui essentiellement est logé donc aux États-Unis. Alors, quid finalement des médias africains? Bon, les médias africains, vous savez, moi j'ai dit récemment, et pour être un peu honnête scientifiquement, intellectuellement, c'est Francis Ball qui a essayé d'étudier dans son dernier ouvrage Que sais-je les médias, à la page, je crois, 54, qui a essayé de comparer les modèles de journalisme. Et quand vous regardez, il a dit deux modèles, hein, il y a le modèle latino-européen et le modèle anglo-saxon. Quand vous regardez, vous avez dit les États-Unis, tout ça, Watergate, vous remarquerez que le modèle anglo-saxon est basé sur les faits, rien que les faits, en termes de principe. Et le modèle latino-européen nuance un peu l'objectivité. Donc voilà. Et l'objectivité du journaliste, c'est à relativiser. Alors que, en termes de dogme, l'objectivité du journaliste est un principe sacro-saint chez les anglo-saxons. C'est ce qui fait que les affaires éclatent là-bas, parce que pour eux, c'est les faits, c'est les faits. Alors que les latino-européens, dont nous sommes un peu proches en milieu francophone, et en milieu africain, surtout francophone, eux, une nuance.
Alors, la leçon qu'il faut tirer, c'est de chercher à rester un peu sur le modèle anglo-saxon, qui fait du fait le fait, et qui après fait aussi un travail collectif, alors que les francophones préfèrent travailler individuellement, et aussi le fait de travailler en équipe fait en sorte que vous avez de la discipline, vous avez de la solidarité en paix, et vous mutualisez les efforts. Et c'est ça la grande leçon à tirer pour le journaliste africain. Les journalistes africains aujourd'hui doivent se mettre en consortium, en des réseaux. Et nous, on le conseille aux gens quand même pour déconstruire les fake news. On dit aux gens d'être en réseau. Par exemple, on est ici vers le sud du pays. On peut être en réseau, notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et déconstruire, vérifier, falsifier une information tout de suite qui a lieu dans la partie septentrionale du pays. Donc, il faut travailler en réseau, avoir des journalistes vraiment formés, qualifiés. Et ça, si vous fouillez sur ce près de 600 journalistes, vous allez voir, c'est des journalistes qualifiés qui savent de quoi ils parlent, qui sont épris de leur métier. Parce qu'on ne veut pas faire du journalisme alimentaire comme on le voit chez nous, sous nos cieux. Le journalisme, c'est d'abord de la science, c'est ce que je vous dis. Et donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a une nette démarcation. Les gens font leur métier, ils font leur boulot, et c'est aussi ça qu'il faut. Et quand on remarque qu'ils touchent des intouchables, c'est en cela que parfois, ils sont menacés. Et Reporters sans frontières veille au grain. Et on va voir aussi... D'ailleurs, il faut rappeler rapidement que des chefs d'État ont déjà porté plainte contre ce consortium à l'image de Denis Sassou Nguesso qui veulent quand même, ces chefs d'État qui veulent laver leur honneur. Je trouve que c'est normal. C'est normal, c'est ce que je vous expliquais. Les autres ont travaillé sur les faits. Les autres estiment qu'ils sont peut-être diffamés. C'est normal, dans la science même des médias, qu'ils puissent répliquer ou demander rectification. Est-ce qu'il est à craindre une condamnation de ce consortium à la fin? Mais ils ont aussi des avocats. Ils ont aussi des collèges d'avocats. Parce que si ça arrive, ça risque de décrédibiliser le travail. Justement, c'est pour ça que le travail est un travail très fouillé à la base. Et même si il s'avère que un chef d'État ou une personnalité estime est diffamé, puisque la diffamation, c'est pas forcément que le fait allégué est vrai ou faux. Le fait peut être vrai et l'intéressé peut s'en sentir atteint dans son honneur, dans son honorabilité, dans son intégrité. C'est ça la diffamation. Il faut faire le débat. Oui, non, ou justement, donc celui qui porte plainte, il peut savoir qu'il a même commis le fait, délit, voilà. le délit, mais le fait de le dire par ses moyens médiés, diffusés, il peut sentir que, ah non, ce consortium n'a pas le droit, mais c'est le cas, de le vilipender comme ça de par le monde. Et donc, on peut porter plainte pour ça. D'accord. Alors, Wenceslas, moi aussi, on va revenir rapidement sur le process même de la formation des journalistes sur le continent africain. Vous aviez dit, et nous sommes tous d'accord là-dessus, si l'on fouille très bien dans le rang de ces plus de 600, près de 600 journalistes du consortium, des journalistes d'investigation, ce sont des journalistes hautement qualifiés. Alors, comment fait-on pour que sur le continent africain et singulièrement au Bénin, qu'on puisse avoir des journalistes hautement qualifiés, puisque nous sommes dans une matière sensible. L'investigation, c'est un genre assez complexe. Très bien. Je pense que il faut saluer ce qui se fait dans les écoles de journalisme au Bénin. On en a à peu près une vingtaine aujourd'hui. Mais il y a un seul institut, une seule école, qui est l'École nationale des sciences, de l'information et de la communication, où de façon coïncidente, je suis le directeur des études et des stages, et qui fait un travail assez formidable sur aujourd'hui la capacité à former des journalistes qui soient à même d'avoir de la culture générale, d'avoir de l'esprit critique, qui soient à même d'être vraiment au fait, non seulement de l'actualité, mais au fait de la matière. Ce qui fait que nous faisons des conférences inaugurales, des conférences thématiques, pour tenter de spécialiser les journalistes aussi. Parce que la spécialisation des journalistes est aussi une voie de qualification pointue. Vous imaginez, j'ai un collègue que j'ai fait inviter récemment, Aaron Akinosho, je vais le citer, qui est venu faire à nos étudiants une introduction à la presse économique. Mais si Aaron Akinosho vous parle des mines, s'il parle de l'hydrocarbure, mais qu'il vous parle de la finance, mais c'est une densité. Et donc, on a besoin de ça, on n'a plus besoin des journalistes généralistes. On a besoin, quand on parle de l'éducation par exemple, moi j'ai voulu initier, je crois que ça va se faire prochainement, le langage universitaire, le langage de l'enseignement supérieur pour les journalistes.
Vous voyez des journalistes qui font des confusions entre enseignants, professeurs, professeurs assistants, maîtres assistants, maîtres de conférence. C'est pas forcément de leur faute. S'ils sont spécialistes dans les questions de l'éducation et de la recherche scientifique, ils sauront ce qui est laboratoire, ce qui est centre de recherche, ce qui est ceci, et ils auront le jargon qu'il faut en cette matière-là. Donc, si vous n'êtes pas forcément de la science, si vous êtes journaliste, vous êtes obligé de devenir journaliste de la science en maîtrisant le jargon ou les terminologies de la science. Et c'est de ça qu'il est question. Et donc, il faut renforcer la formation à ces niveaux-là. Renforcer la formation aussi sur les questions de recherche d'informations, de la data. Aujourd'hui, nous, on a commencé à l'école de journalisme à introduire le data journalisme. On a fait l'année dernière l'introduction du journalisme de données et cette année, je pense qu'on va poursuivre. Pour que, même sur les faits basiques, n'allons pas aux questions d'offshore, une question de coronavirus par exemple, on est en pleine pandémie de coronavirus. Que le journaliste nous donne les chiffres et nous fasse des graphiques pour dire, mais le coronavirus tel qu'on l'a remarqué, c'est beaucoup plus les gens qui sont dans la climatisation et dans leur véhicule, ça touche beaucoup plus ceux-là. Voilà les mages, voilà les enfants qui sont à l'école. Et donc, par conséquent, les enfants à l'école peuvent continuer d'aller à l'école. Ils prennent juste cet angle-là et ils nous donnent les graphiques. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On prend quelqu'un encore, quand on parle même de nos médias. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui le nombre de médias que nous avons dans notre pays? De façon claire, à part les médias autorisés par la RAC et qui sont classiques. Aujourd'hui, on a une multitude de médias en ligne, de cybermédias, mais on n'a pas de chiffres. On ne peut pas catégoriser, on ne peut pas les repérer. On n'a pas de chiffres. Et aujourd'hui, un journaliste peut se lever, faire de l'investigation pour dire, mais écoutez, on a environ 300 médias au Bénin. Mais voilà, sur les 300 médias, on a 100 ou 200 ou 150 qui sont régulièrement autorisés. Les 150 autres, vous avez une centaine de web TV qui sont créés comme ça parce qu'ils ont une caméra, ceci, et vous avez une cinquantaine de web radio ou de webzine, magazines en ligne. Ça, on a besoin de ça. Et donc, encore une fois, ce qui se passe là, doit vous encourager, ceux qui sont des formateurs dans les écoles de journalisme, ou même ceux qui en sont aspirants à journalistes, à dire, mais notre métier là, c'est un très bon métier que nous pouvons faire et pour nous valoriser, c'est que nous allons faire la bonne formation qu'il faut dans les instituts agréés qu'il faut. Moi, je pense que le journaliste a de beaux jours devant lui avec ce que nous voyons là. Et aussi, ce qu'il faut essayer de dire, et ça, c'est le lieu pour les gens de la société civile, c'est de faire en sorte de protéger ces lanceurs d'alerte là. Puisque finalement, le journaliste aussi est un lanceur d'alerte. Comme les web activistes, il y a une différence là quand même, et les influenceurs. Pourquoi? Moi, j'ai fait un papier qui va sortir bientôt sur la COVID-19 et les acteurs de la participation citoyenne en ligne, dans le cadre béninois. J'avais trouvé à un moment donné qu'il y avait des lanceurs d'alerte. Il y avait des influenceurs, il y avait des web journalistes, et des web activistes aussi, il y a d'autres que j'ai catégorisés. Et avec ce qui se passe, on voit bien que ces journalistes-là du consortium CIJ ont glissé un peu de leur rôle de chef journaliste et rentrent dans le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est le monsieur comme Edward Snowden, Julian Assange et tout le reste. Ils sont parfois dans le système et ils voient le danger qui guette les autres qui ne sont pas du système. Et ils font le pari, ils font le choix finalement de dire, ok, nous quittons le système, mais nous alertons le monde. Au péril de leur vie. Très bien. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, on voit se développer en Afrique aussi ces lanceurs d'alerte. Je peux vous dire au Bénin, on en a eu un ou deux. On a eu un ou deux lanceurs d'alerte déjà. Et tous ont fait pratiquement la prison. Et donc, c'est de travailler en sorte à les protéger. Donc, l'environnement, l'écosystème politique et social est encore hostile. Oui, à l'éclosion des lanceurs d'alerte et à leur épanouissement. Et vous voyez bien ce qui se passe avec Snowden, Assange et tout le reste. C'est la même chose. Et parce que ils sont à des moments traités comme des traites, considérés comme des traites ou carrément des apatrides ou des gens qui ne sont pas patriotes, mais au fond, ils défendent un idéal. D'accord. Alors, le problème de la formation, présupposons que ce problème est réglé. Alors, si c'est réglé, il y a un autre point de la question, le financement, le modèle économique des médias. Parce que l'investigation n'est pas n'importe quel type de genre. Ça nécessite assez de moyens. Est-ce que vous pensez que les médias africains, les médias béninois, aujourd'hui, dans le contexte économique de ces pays-là, est-ce que ces médias sont prêts à guérir pour mûrir des investigations irréprochables?
C'est vrai. Nous avons fait le baromètre des médias béninois avec le concours de la Fondation Félix Ebet, qui chaque 3 ou 4 ans regarde la température des médias dans les pays africains. On l'a fait pour le Bénin, on s'est rendu compte que les médias béninois n'étaient pas indépendants, n'étaient pas viables. Et effectivement, la question que vous posez revient sur ça, parce que pour faire du bon journalisme et la bonne investigation, il faut être indépendant. Si vous êtes en partenariat avec un groupe d'hommes d'affaires ou de partis politiques, vous ne pouvez plus décider à faire des recherches, à faire de l'investigation pour publier, révéler des choses contre ces gens-là. Donc, de ce point de vue, la solution qu'on a trouvée, c'est la qualité du travail, le développement de l'audience. Donc faire donc de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, vraiment une audience qui va permettre de vous générer du cash flow et donc vous êtes viable par le travail que vous faites, par la qualité des contenus que vous diffusez. Mais est-ce qu'il y a des études de développement de cette audience-là? Pratiquement, c'est inexistant. On n'est pas très habitué aux médiamétries. Je crois que ça a commencé à venir. On a fait une étude récemment pour faire une sorte de statement des mesures d'audience. Les mesures d'audience qui sont faites, c'est sur des périodes et parfois sur des émissions ou des tranches. On se rend bien compte que il en existe pas très fréquentes ces études, mais avec le numérique, on commence par avoir des chiffres. Alors, si B-News, qui nous reçoit aujourd'hui, diffuse, on est capable de savoir combien de personnes ont téléchargé, ont suivi votre émission. Et donc, de ce point de vue-là, on est capable, en tant qu'annonceur, de placer de la publicité chez vous. Donc, ce problème de médiamétrie et d'audience, médiamétrie et de mesure d'audience est en train d'être réglé par le numérique qui nous donne les chiffres. Est-ce que nous savons qu'il y a une corrélation assez nette entre donc le développement de ces études d'audience là avec l'indicamétrie, ça c'est un fait, mais également qui doit s'accompagner avec la structuration du marché publicitaire. Est-ce que ce marché aujourd'hui est viable, est porteur avec les médias? Bon, ce marché publicitaire, dans le code de l'information de la communication, donc la loi 2015-20 -08 du 20 mars 2015, portant code de l'information de la communication en République du Bénin, a prévu comment est-ce que la régie publicitaire va se gérer. Mais il y a encore récemment, le ministère de la Communication a voulu travailler sur le code de la publicité. Tout ça est en étude. Mais ce que je vous dis en fait, si on arrive dans les mois à venir, dans les années à venir, à stabiliser le nombre de médias que nous avons, surtout avec l'avènement de la TNT, on a une dizaine de chaînes dans le bouquet, et de stabiliser aussi les médias autres qui sont les cybermédias, on peut avoir une structure indépendante qui nous génère, qui certifie, ça peut être la RAC ou une autre structure, qui certifie les chiffres donnés par les mesures d'audience. Et à part de ces chiffres, les annonceurs sont libres d'aller sur telle ou telle chaîne. Et c'est quand un financement public maintenant que le gouvernement ou tout ce qui a rapport aux politiques publiques des médias vont dire, mais écoutez, on sait que tel média fait de la production de contenu local, fait telle autre chose, et on voit les chiffres, et pour ça, on lui alloue tel pourcentage. Je crois que c'est ce qui va se faire. Et donc, de ce point de vue, la solution qu'on a trouvée, il peut y en avoir d'autres, mais la solution principale, c'est de travailler sur la qualité de la production des médias, et quand vous avez de la production de qualité, qui ressemble à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, à vos lecteurs, ils sont obligés d'acheter, et vous avez une audience forte, et même c'est parfois ces auditeurs, ces téléspectateurs, ces lecteurs qui vous imposent même sur le contenu. Vous êtes obligé de rester dans cette ligne. Et il y a d'autres qui parlent de crowdfunding, c'est-à-dire que le financement participatif par ces médias-là, qui sont obligés de faire avec les annonceurs. Je vais vous raconter une anecdote. On était donc dans le baromètre des médias en août dernier pour ce qui est de baromètre 2021. Une radio, je crois, dans notre pays, nous raconte que son modèle est simple. Vous êtes de parti X ou Y. Nous, on a fidélisé nos auditeurs. Nos auditeurs vous imposent, si vous voulez faire passer votre message pour qu'on écoute, allez sur telle radio. Et donc, alors que le promoteur de la radio ou le parti politique n'a pas envie d'aller sur cette radio, c'est ces partisans qui sont les auditeurs de la radio qui lui en imposent d'aller sur cette radio. Donc, il est obligé de
passer par les annonceurs. Donc il y a une relation de confiance entre la base du parti et la radio en réalité. Non, c'est-à-dire que la base du parti oblige, parce que la base du parti est fidèle auditeur de la radio, oblige le parti à aller faire des annonces sur la radio pour qu'eux ils soient informés en retour. Donc il nous a montré le triangle. Ok. Est-ce que vous voyez un peu tout ça? Donc c'est ça en fait. Parce que justement la radio a travaillé à fidéliser ses auditeurs que le parti, pour communiquer via la radio, via une radio quelconque, ses auditeurs en question en impose au parti de prendre la radio en question. Donc le parti a eu la pression de la base. De la base qui est auditeur fidèle de la radio en question. Et ça marche bien. D'accord. Alors, Wenceslas, moi aussi, nous sommes arrivés donc au thème de cet entretien. Vous avez votre mot de conclusion. Moi, je voudrais vous remercier. De vous remercier de nous inviter, de parler de ces sujets dans d'autres aspects et de savoir qu'au fond, nous sommes dans un monde globalisé où ce qui se passe à New York nous intéresse au Bénin et de voir quelles conclusions on peut en tirer, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, surtout cette affaire de Pandora Papers qui va nous édifier sur la manière dont nous pratiquons le journalisme et sur la manière dont nous formons le journaliste et sur la manière dont même nos autorités doivent au fond savoir que ce qu'ils font est suivi de près et que on peut un jour ou l'autre arriver à faire du journalisme vrai et en révélant au monde ce qu'une personnalité ou une autorité aurait pu cacher à ses citoyens. Je pense que c'est à la titre de votre chaîne et c'est intéressant de savoir que nous autres aussi, qui nous intéressons à ces sujets, nous puissions nous rendre disponibles pour éclairer davantage l'opinion publique. Wenceslas, moi aussi, merci. C'est moi. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes par ailleurs expert en pratique infonumérique et médiatique. Avec vous, nous allons donc passer en revue ou décrypter cette affaire qui s'est donc éclatée en cours de semaine grâce donc à ce consortium international des journalistes d'investigation Pandora Papers. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.